c'est formidable le matin. Le lever de soleil sur Patrimoniaux, il n'y a rien de comparable. Ça nous apaise pour la journée. Ça nous met en condition. En condition de paix. Je suis parti quand même assez jeune après avoir fini mes études dans la région parisienne. Mon seul but, c'était de revenir un jour. Et quand je suis revenu, comme mon village, j'en ai pas trouvé d'autre. Pour moi, c'est le plus beau endroit au monde, je dirais même. C'est là où sont mes racines. Toute ma famille est de ce village, aussi bien du côté de mon père que de ma mère. Grandi dans les cités HLM de Bastia, donc un petit peu déconnecté du village aussi. Hein. Ce que peut-être a vécu Gérard dans sa carrière, moi je l'ai vécu dans mon enfance jusqu'à 18 et 19 ans, puisque j'habitais pas là. Et voilà, ce retour s'est fait aussi, on a eu un peu la même forme de connexion, ce retour un peu au sacré, ce retour aux choses simples. Rentrer à l'église de Patrimoine, c'est revoir les siens, revoir la confrérie. Et la confrérie, c'est quand même quelque chose qui, où qu'on soit à travers le monde, fait partie intégrante du chemin. Mon grand-père était dans la confrérie, mais mon arrière-grand-père. Mon père, non, puisqu'il y a eu cette coupure qui s'est faite au sein des confréries suite aux événements, je dirais, nationaux. Je veux parler de la guerre de 14-18 et de 39-45. Donc la confrérie, à cette période-là, c'est un peu mise en sommeil. Et c'est nous, avec quelques collègues, dont André, nous étions 4 ou 5, et ensuite nous avons recréé la confrérie qui s'appelle aujourd'hui la confrérie Saint-Martine, d'où notre saint patron Saint-Martin de ce village. Et quand on s'est installé dans les stalles, on aurait dit que rien ne s'était arrêté, juste une petite page s'était juste tournée, et on s'est remis en ordre de marche et de prière. Tout a commencé au XIVe siècle, lorsque l'ordre franciscain s'implanta en Corse. Les moines franciscains travaillaient et vivaient près du peuple, partageaient ses coutumes. Ils imaginèrent des offices dans lesquels la population pouvait prendre part, processions de fêtes patronales et de la Semaine Sainte, veillées de prière. Les habitants ont formé avec le temps des associations pieuses de laïcs devenues les confréries. Elles secondent le prêtre dans la liturgie, portent secours aux malades et aux démunis, accompagnent les mourants. Les confrères se doivent d'incarner l'esprit de saint François d'Assise, pauvreté, humilité, charité, et son idéal, vivre dans l'imitation du Christ, qu'ils expriment lors des spectaculaires cérémonies qui retracent la passion de Jésus. À la Révolution, on comptait 300 confréries, une par village. Après les 2 guerres mondiales, et surtout à cause de la désertification rurale et la perte du sentiment religieux, beaucoup ont disparu. Par un phénomène de grande vitalité, d'autres se sont refondés, grâce notamment aux jeunes générations attirées par le chant polyphonique. Aujourd'hui, ils sont 3000 dans une 60aine de confréries à perpétuer cet héritage de leurs anciens, par lequel ils réaffirment leur attachement à leur spiritualité, à leur identité et à leur culture corse. Cet édifice, c'est une machine à mémoire. C'est l'histoire du village, l'histoire de nos familles. C'est un grand livre. Il n'y a plus qu'à lire dedans. Et quand on rentre, on a toute cette histoire qui se mélange un peu et qui en tout cas, nous renforce dans notre engagement et dans notre faculté. Et maintenant, est-ce qu'on est bien ou pas bien, je ne sais pas, mais en tout cas, on essaie d'être le plus digne de cet édifice. Le sentiment religieux très puissant que je ressens ici puise sa force dans l'insularité, les siècles passés, les paysages, les façons d'être, les chants. Pour moi, la spiritualité est le lieu de l'expérience personnelle, de la liberté. Elle se vit, se travaille, se transmet. N'est-ce pas ce que font les confrères chaque année en revivant collectivement et individuellement la passion du Christ? Ce repère dans leur vie les conduit à réfléchir sur eux-mêmes et à chercher à se transformer intérieurement.
cela me touche. Ma raison d'être à leur côté est de tenter de comprendre l'esprit qui les anime, ce que veut dire être confrère aujourd'hui. Oui. Vivre la Semaine Sainte, c'est faire un retour sur soi-même, parce que c'est demander un peu pardon de ce qu'on a pu faire de pas très bien. C'est ça, vivre un peu la Semaine Sainte, dans le cadre de la foi. Je pense que le chant nous emmène dans cette prise de conscience. Et le pardon le mieux dit, je crois que c'est le chant le plus approprié. Perdono mio Dio, mio Dio, perdono, perdono mio Dio, perdone pietà, con Ce rythme sert à fédérer les confrères dans la prière, dans le mouvement collectif et le recueillement. C'est important aussi de vivre la même chose au même pas, au même moment. C'est un rythme. C'est très important. Et c'est souvent la première des choses que nous travaillons. Quand au tout début de la confrérie, on a passé des heures à tourner dans l'église et tout autour de l'église pour vraiment s'imprégner du mouvement. C'est pas quelque chose qu'on décide, c'est quelque chose qu'on découvre. C'est quelque chose de très... Il faut s'inventer, se retrouver dans ce rythme-là. On est confrères, toutes les semaines, on se patine, on a un regard différent. En tout cas, on s'aiguise sur le sacré, sur la religion. On la vit au contact d'autres éléments de la confrérie. On a l'idée de corps, de groupe, qui est très important. Et être confrère, c'est pas seulement quand on est habillé, quand on est dans cet édifice. Les préparatifs de la Semaine Sainte sont l'occasion de se retrouver. Aujourd'hui, les confrères récoltent les palmes pour habiller les croix de procession et confectionner les crocettes, des petites croix qui seront bénies lors du Dimanche des Rameaux, qui célèbre l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, quelques jours avant sa mort. Il y a les 14 stations, nous à Patrimoine, nous en avons 4, pour symboliser aussi tout le cheminement qu'on va faire pour le vendredi. Donc ce sont des croix importantes, là c'est la Croce Santa, donc c'est un lieu important, un lieu chargé, un lieu qui a été forgé par l'ancienne confrérie. On a repris ce chemin de croix, on est sur ces pas-là, chargés par ceux qui nous ont précédés, par ceux qui ont aussi prié comme nous, marché comme nous, qui ont préparé comme nous. On a les mêmes problématiques qu'avaient eux peut-être à l'époque, on a les mêmes interrogations. On est entouré d'oliviers, c'est Pâques, c'est le passage, c'est tout ça. Voilà, tu vois. C'est que là tu peux venir chercher Gourmi. non, i gosi, per far éviter l'herbose. C'è tutto qui, hein. C'est l'arrière-grand-père d'Alexandre qui a fait la croix de la Passion, qui était forgeron ici, Patrimoine. Un peu plus haut, Ouais. dans le quartier. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, cette forge est occupée par Yves, Qui est coutelier. Coutelier et forgeron dans la même forge. C'est vrai. Ça faisait des années qu'elle était en sommeil, non, Alex? C'est ton grand-père qui avait arrêté le dernier. La dernière fois que j'ai fonctionné, c'est mon père. 40 ans. On fait une bricole, mais sinon c'était mon 40 ans, grand-père. Le dernier à c'est un fonctionner, c'est mon grand-père avec un de ses frères. On m'a dit qu'on avait une photo de mon grand-père en train de ferrer un cheval. C'est le dernier cheval qu'il a ferré à Patrimoine. Parce qu'il était aussi maréchal ferrant. Quand on parle de matériaux, parce que là, on a des personnes qui ont travaillé dans le couteau, dans l'acier, par la famille et tout,
il y a un rapport à la symbolique de la matière. Quand on travaille sur le végétal, on a ce mélange avec le fer, il y a toute l'histoire de l'humanité aussi. Être confrère, c'est pas seulement, c'est tout, c'est cette grande tradition, des grandes transmissions. Et on est dans cette évocation entre la matière et le spirituel, trouver cet équilibre. Et là, aujourd'hui, devant ce ciel, on a déjà des clés. Celle-là est plus étoffée, plus... Non, il est plus large que ça. Elle est plus étoffée, là, elle est plus strette. Non, elle est plus strette. Mais c'est bon, on n'a pas le... Il n'y a pas l'équivalent. Non. C'est bien, plaisir. E queste qui dove c'è la strada, c'è di opposizione. C'est la partition de patrimoine. Kyrie eleison, Kyrie. Là, il y a déjà la première tranche. La partition a été difficile à trouver. Il y a la partition écrite, ça c'est quand on cherche des chants, ça on a fait quelques petits collectages dans le coin, puis on s'est appuyé sur des choses déjà existantes. Et puis il y a la partition de la connexion qui est un peu plus difficile, où il faut des années, c'est une immersion. C'est l'école de la confrérie, c'est cette école où les gens arrivent avec comme pour nous tous, comme on est rentré, beaucoup d'incertitudes sur ce qu'on est, sur ce qu'on ressent, sur cette part d'inconnu sur soi-même. C'est un travail sur l'humain, sur l'idée du groupe. Les gens ont envie de se retrouver, de parler avec le cœur, se livrer. Ça aide vraiment. Moi, je vois l'évolution, et la mienne surtout, sur la tolérance. Mais on devient plus entier, plus exigeant sur soi, plus fort, je sais pas, fragile aussi. Et quand on voit ce lieu, voilà, c'est entre la vigne, entre le rapport au vin, le rapport au sacré, le rapport à cette lumière, à ces zones d'ombre, on peut y voir aussi la Genèse, on peut y voir le Jardin d'Éden, en tout cas. Quand on est confrère dans ce lieu, il y a cette force, il y a cette connexion au divin qui est peut-être un peu plus forte que certaines régions du monde, en tout cas. Mais en tout cas, ici, elle a une résonance particulière. Peut-être que je me trompe, peut-être que je vis les choses un petit peu avec engagement, mais en tout cas, c'est ce que je pense et je sais que c'est ce que beaucoup de confrères pensent au sein de la confrérie. Ouais. Alleluia, alleluia. Lodate al Signore dico unendo, lodate Dio con arpe cercherà, lodatelo con tamburi ballando, lodate Dio con corde ciallamella. Alleluia, 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 alleluia. Da Dio un cimbali sferranti,
i sonori e quelli trionfanti, tutto ciò che respira, tutti i viventi, che ne diano a Dio lode canti. Alleluia, 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 alleluia. Entrer en relation avec la nature fait partie de l'expérience spirituelle, comme l'a fait André tout à l'heure en regardant son village depuis une colline. En se laissant entraîner dans la rêverie par les fleurs, les oiseaux et les étoiles, on entre dans le monde sensible et l'espace du spirituel. La rêverie peut être plus active, plus physique. C'est le choix de Jean-Charles, membre d'une confrérie dans la Castagniccia. Il cultive ses figuiers loin de tout, dans son jardin secret, vers lequel il nous conduit. Hein? On est à la fois habitant d'un lieu et à la fois on est habité par le lieu. En réalité, c'est une donnée d'ordre parfaitement culturel parce que ce n'est pas que le rapport topographique qui est important. C'est surtout comment est-ce que l'endroit vit en nous. Nous sommes ce que nous sommes, on ne peut pas se renier constamment. Il y a aussi le fait d'entrer dans une acceptation de soi-même, et c'est déjà un énorme travail, parce qu'on est aujourd'hui dans un monde où souvent les gens ne s'acceptent pas eux-mêmes. C'est aussi un signe d'humilité que de s'accepter soi-même. Ce sont nos figuiers. Nous sommes comme des arbres en fait. Nous sommes enracinés, très profonds, et en même temps il y a cette aspiration, cette tendance vers le haut, cette recherche. Eh bien, c'est ce qu'indiquent les arbres, c'est exactement la même chose. Métaphoriquement, c'est ça. Hein? Spirituellement, c'est ça. Et en Corse, on le retrouve encore, on dit voilà, ils sont comme là, ou j'ai pour moemica, ou yambone pour essayer mousse, ou j'ai pour moemica. Eh oui. Donc la racine, elle restera toujours au même endroit. La branche, on peut la dépasser, on peut la déplacer, mais c'est tout. Finalement, si on doit faire le lien avec la pratique religieuse et confraternelle, il s'agit simplement d'être le sel de la terre. Fondamentalement, la terre et l'homme, c'est exactement la même chose. Et on fait évidemment cette référence à la Genèse et puis Dieu pétrissant de la glaise pour créer l'homme. Et il s'appelle Adam le premier parce que la terre s'appelle Adama. Et donc l'homme et la terre portent exactement le même nom parce qu'ils sont exactement constitués de la même chose, ils sont consubstantiels. Donc voilà, donc on va le couper là. Comme ça, en biseau, c'est mieux. Comme ça laisse la possibilité à l'eau de s'écouler. Les gestes que nous avons ici, ils sont à la fois dans une succession, une historicité en lien avec la vie des hommes ici, qui est très respectueuse du lieu pour ce qu'il est concrètement. Voilà donc. Et donc là, les rejets vont ensuite former l'arbre. Voilà. Celui-là, il est beau, hein? Ouais, Dieu le bénisse. Ouais, il est beau celui-là. Mais là, il y en a quand même quelques-uns, tu vois. Mais bon, qu'est-ce que tu as fait? Légèrement spécial. Celui-là, il est bien parti, hein? Ouais. Ce qui m'alimente, c'est ma réalité de foi. La relation à ce qui est autour ne se limite pas à la relation aux hommes. La nature est une école extraordinaire. Elle peut t'apprendre des choses incroyables. Elle te donne ta juste mesure. Elle t'apprend où sont tes limites. C'est une école de l'humilité. Lorsque tu es confronté à la terre, lorsque tu ramasses des pierres et que tu l'as fait pendant une journée, tu as pris la mesure physique de ce que tu es, mais pas simplement physique. Tu te dis, mais il y a une chose qui me transcende ici, il y a des choses qui me dépassent. Je suis dans cette réalité-là à la fois indispensable et à la fois tellement petit. Voilà. Donc la terre compte plus que tout. Celle qui porte les pas et nourrit les figuiers.
la terre où reposent les morts, comme le village abrite et protège ses habitants. En Corse, tout le monde vient d'un village, comme Jean-Raphaël, qui chaque semaine remonte à Castifao, qui veut dire château de miel. Il y est né et a vécu les années heureuses de l'enfance. Toute sa famille y vit depuis plusieurs générations. Après la pluie, le silence. Le château de miel a l'air d'une cité fantôme. Il pourrait être aussi un lieu pour l'exil. En 2007, avec son cousin André, Jean-Raphaël a refondé la confrérie du village qui s'était éteinte lorsque la plupart des confrères de Castifao avaient péri pendant la guerre de 14-18. Il l'a fait par attachement à sa religion, à son village, à ses ancêtres, mais aussi pour donner du sens à son engagement de toujours, le Riaquisto, grand mouvement de réappropriation culturelle des années 70 qui a contribué au renouveau des confréries. Ce sont les témoignages du Riaquisto, c'est-à-dire de ce mouvement qui a vu la communauté corse essayer de se réapproprier son âme, pour parler simplement, c'est-à-dire sa langue, sa culture, son chant, et puis bien entendu essayer aussi d'obtenir des droits politiques un peu plus importants. On organisait donc des universités d'été avec tout un tas de conférences, de réunions, de soirées, à la fois politiques, culturelles, des chansons, etc. Et on ressortait de ces réunions avec encore plus chevillé à l'âme et la certitude qu'on appartenait à un peuple. Ce phénomène de la confrérie, il est tellement lié à la vie communautaire que lorsqu'il y a eu ce Riaquisto et que parallèlement aux opérations politiques, il y a eu des opérations culturelles, il y a eu un renouveau spirituel dans tous les sens du terme, il était tout à fait logique et évident que tôt ou tard les confréries allaient revenir. Nous ici, en ce qui concerne notre village de Castifao, c'est parce qu'on s'est trouvé à un moment en capacité humaine, je dirais, de le faire. C'est-à-dire qu'il y avait suffisamment d'hommes pour reprendre les rênes de cette confrérie et la faire renaître à l'identique, ou presque. La confrérie m'a apporté la satisfaction de mettre sur pied quelque chose qui replonge dans le passé communautaire de la Corse et de notre village, le plaisir de se retrouver avec des amis aussi, et de remarcher sur les traces de nos anciens. Finalement, l'âme d'un peuple elle passe aussi par cette continuité à travers les familles, et là principalement à travers la confrérie. Si Jean-Raphaël a trouvé assez de forces vives pour refonder la confrérie de Castifao, les hommes des villages isolés et dépeuplés de la région montagneuse de la Castagniccia se sont regroupés en une seule confrérie dès 1992 sous l'impulsion de Jean-Charles. Chaque mois, ils se retrouvent dans la plaine sur ce terrain prêté par des agriculteurs voisins. Tout à l'heure, familles et amis, venus de Tox, de Campi, de Matra, de Moïda, de Pianello, les rejoindront. On est accompagné perpétuellement, continuellement par le groupe, par la communauté villageoise, la famille et tous ceux qui constituent ta vie. De façon très moderne, on appelle ça le lien social en fait. Mais c'est beaucoup plus profond que ça, parce que en réalité, c'est la faculté d'entrer en amour avec l'autre. C'est quelque chose qui est certainement ancré dans une dimension spirituelle, sinon mystique, qui est bien retranscrit par nos pratiques et par la langue elle-même en Corse. Alors nous voulons rester dans cette culture-là. C'est pas forcément évident, mais on n'oublie pas qu'on vit une utopie au travers de la confrérie et que cette utopie-là, elle a vocation
à faire rejaillir, à proposer des choses qui peut-être n'existent pas ou peut-être existent encore ou sont menacées. Voilà. Bon, il y a tout ce travail-là. L'utopie, ce n'est pas seulement vivre sa relation à la terre par la contemplation, mais au contraire l'éprouver et la mettre au service des gens de sa communauté. Ainsi, les confrères ont créé un jardin conservatoire dans lequel ils cultivent une variété d'oignons disparus il y a longtemps des villages de la Castagniccia. Pour l'instant, ils cherchent à produire des semences pour permettre aux villageois de reprendre cette activité ancestrale qui les fasse rester vivre au village. Nous sommes dans une logique de réappropriation, de réinstallation des hommes là où ils ont toujours été. Et la Corse, même si elle a 1000 km de littoral, eh bien le littoral ne résume pas toute la Corse. Le problème, c'est qu'après, quand on a... Hein, Jean-Charles, après, quand on a cueilli les oignons, il faut remettre les pierres. Hein. Eh oui. C'est ça le plus fatigant. C'est ça, après, il faut remettre les pierres. Posez-les bien et numérotez-les, les pierres. Hein. La confrérie se retrouve dans cet esprit-là. C'est-à-dire que si on s'occupe de spiritualité, on processionne, on chante la messe, on prie, mais surtout on ne plante pas des oignons et on ne réfléchit pas à ce que peuvent être les orientations de vie dans le monde qui est le nôtre. Bon, eh bien, nous disons exactement le contraire, c'est-à-dire que notre engagement spirituel nous commande de réfléchir et de proposer. Des herbages manuels qui prend un temps fou. La confrérie, c'est donc le temps et l'énergie que l'on donne au commun. Nous sommes en train de faire l'oignon. Voilà. On s'occupe de nos oignons. Hein, et on fait de la politique. C'est l'oignon. Il fate bien la gagne. Notte e giorno oggetto prezioso, ah bella coci drue tanta mara, chi manco più dormendo un tru riposo, per un abbraccio a me e la nice, Je suis croyant, pratiquant, et par rapport à ça, mon lien à la religion, je n'ai pas absolument besoin d'être dans une confrérie. Par contre, effectivement, ce qu'il y a de déterminant, c'est que lorsqu'on côtoie des groupes de confrères qui ne sont pas tous ces confrères issus de la même région, ça retisse des liens très forts qui viennent un petit peu remettre en fonction un lien que les gens entretenaient avant par les migrations pastorales, permettaient les liens entre les micro-régions. Les migrations pastorales n'existent quasiment plus et la confrérie, elle vient combler ce vide. C'est-à-dire que lorsque je viens avec des amis de Saint-Florent ou de Corté ou de mon village rencontrer mes amis confrères ici, ils sont de cette région, moi je ne suis pas de cette région, et tout de suite le lien est immédiat. Et la confrérie, c'est le lieu où vraiment il n'y a aucune différence, quoi. On est immédiatement, on partage les mêmes éléments de vie, d'échange, de chant, d'amusement, voilà.
Petit à petit, les femmes trouvent leur place dans ce monde d'hommes qu'est la confrérie. Une seule fait aujourd'hui partie du groupe. Quant au prêtre, il ne participe guère au rassemblement confraternel et n'est pas convié à l'office des ténèbres du Jeudi Saint qui fait le récit des douleurs du Christ. C'est un moment clé de l'expérience confraternelle. Les confrères veulent le partager ensemble, éprouver ensemble leur spiritualité. Et bientôt, au soir du Jeudi Saint, ils chanteront l'office des ténèbres avec le soutien des habitants de leur village. On la refait. Je vais pédaler un peu, moi. Prenez le temps, les mecs, prenez le temps. On y va à bloc. Quam cenavit cum discipulis suis, lavit fede seorum, et aetilis scetis quid fe Leurs voix sont si étranges et si profondes que l'on dirait celles des anciens qui les ont chantées avant eux en latin. Beaucoup d'entre eux ne savaient pas lire, mais ils avaient une foi très forte et vivaient leur religion d'une manière intuitive, m'a dit un jour Jean-Charles. C'est ce que font les confrères, vivre la leur de la même façon, intuitive et sincère. Le dimanche des Rameaux est la porte d'entrée de la Semaine Sainte. Avant la prière d'ouverture sur le parvis de l'église, chacun s'habille en silence, car une petite voix intérieure commence à se faire entendre. C'est un jour particulier parce que c'est un jour qui est à la fois gai et très, très austère et très grave parce qu'on connaît la suite des événements. Hein. C'est le début des échanges avec les confrères, le début des échanges avec le lieu, avec la résonance entre nous tous. Il y a une énergie forte ce jour-là. Il faut faire ressentir la Semaine Sainte aux gens. C'est un partage, c'est-à-dire qu'on doit ressentir et leur faire ressentir pour qu'eux aussi soient en communion avec cette Semaine Sainte et avec nous. On reconnecte nos cœurs, nos sentiments. C'est invisible. On a une autre réflexion, on a un autre état d'esprit, une autre attitude, il y a tout qui change. Parce que ça permet de faire un peu le vide en soi.
comme par hasard, à cette période de l'année précise, les bourgeons sortent et on sent la nature renaître. Et pourquoi l'homme ne serait pas sur ce schéma? On parle des planètes, on parle de la nature. Si les bourgeons sortent au printemps, très certainement, il se passe aussi des choses chez nous. Et moi, personnellement, c'est vrai que la période du printemps et la période de la Semaine Sainte, pour moi, c'est pas une résurrection. Alors, ce serait trop fort de dire ça, mais quelque part, oui, une résurrection des idées, une nouveauté. Moi, j'ai un métier artistique, donc il se fait que c'est aussi la période de création. Alors la granide, là, c'est quand même pas rien dans la manière dont vit un confrère la Semaine Sainte. C'est la symbolique de la Semaine Sainte et de la vie en général. Et elle me touche d'autant plus que je la pratique au quotidien dans mon atelier, puisque je fais sans cesse, je travaille du rond et de la spirale. La granitoule est une figure ancestrale qui clôturera la procession du Vendredi Saint. Par son tracé en spirale, elle dessine la forme d'une coquille de bigorneau. On chemine à l'intérieur comme dans un labyrinthe. Au centre, le ruban formé par les confrères se fige, puis se déroule dans l'autre sens, comme pour émerger des ténèbres et retrouver la lumière. Comme si l'on éprouvait sa capacité de transformation intérieure pour célébrer la passion du Christ. C'est vrai que la symbolique est forte, et quand on l'a fait le Vendredi Saint, il y a un moment qui est fort dans la granide, où là c'est quand on arrive au centre et que la figure s'inverse et qu'on repart dans l'autre sens. Pour moi, le cycle de l'année s'oriente autour de ça. Et bon, je pense que c'est pas un hasard étant confrère, puisque on s'applique au témoignage du Christ, à sa vie, et donc à la résurrection. Ça paraît assez énigmatique. Peut-être que le mystère de la foi, il est là, et peut-être que ça résume finalement la vie de notre Église chrétienne. Et beaucoup plus loin, ce symbole, il est universel et ça résume peut-être à lui seul le symbole de la vie. Dans la Castagniccia, la plupart des habitants ont quitté leur village ou ont disparu, comme ces anciens qui avaient appris aux confrères de précieux chants polyphoniques. Les confrères en ont été profondément bouleversés. Jean-Charles donne réconfort et solidarité en apportant des fleurs pour décorer le sépulcre. Salut, c'est le fleuriste. Demain, la communauté villageoise de Moïle se retrouvera avec les confrères pour célébrer le Vendredi Saint. Ce soir, ils sont avec ceux de Mâtre pour le Jeudi Saint. Les gens qui sont là sont tous partie prenante. Pour eux, ça représente énormément de choses. Il y a évidemment le fait d'être présent dans leur village à des moments clés comme ça de l'année liturgique. Ce n'est pas rien. Quelle aurait été méticulée, mais... Oui. Méticulée. Tu sais pourquoi je voulais pas la prendre? Parce que la cierge, c'est la cierge qu'on met... Elle est morte. C'est un enjeu terrible parce que les petits villages, même s'il y a 40 habitants, est-ce qu'ils méritent d'être abandonnés et complètement oubliés de tout? Non, je pense que non. Elle est morte. Hein? Nous sommes là où finalement beaucoup considèrent que plus rien n'est à faire. La désertification, c'est les ténèbres, c'est la mort. C'est la mort de nos communautés qui n'existent plus humainement. Un village, ce n'est pas simplement un ensemble de maisons, c'est surtout un ensemble de maisons pleines de gens. C'est ça qui est important. Et donc les confréries sont là pour rappeler que cette dimension-là, elle est essentielle. On ne peut pas simplement vivre de réalités matérielles et cartésiennes. Il y a aussi d'autres réalités en Corse, surtout, qui comptent. Il faut les utiliser, il faut les travailler pour que véritablement nous allions de l'avant. Ce sont des tiges d'aloès qu'on ramasse pour le Jeudi Saint, pour l'office du Jeudi Saint. Et en fait, elles vont servir à la fin de la cérémonie, lorsque nous serons en obscurité totale, puisqu'il s'agit de l'office des ténèbres. Elles vont permettre de faire ce qu'on appelle l'ouvragas, où en fait c'est du bruit en fait.
Il y a toutes sortes d'explications. Il y a l'explication un peu plus savante. Ça rappelle le voile du temple qui se déchire, les cieux qui s'ouvrent après la mort du Christ, etc. Après, il y a la définition un peu plus populaire et qui dit que dans la mesure où le Christ s'est éclipsé pendant 3 jours, donc, avant de ressusciter le jour de Pâques, eh bien, il faut faire du bruit pour éloigner tous les mauvais esprits, pour que le diable s'en aille loin de nous. Et donc on tente de l'effrayer, voilà. Alors bon, personnellement, les deux explications me conviennent tout à fait. J'aime bien la version populaire parce que je trouve qu'elle a une forme d'authenticité et de vérité dans l'appréciation des choses. C'était la veille de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père. Jésus se leva de table et prit un linge pour l'attacher à sa ceinture. Puis il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qui était noué à sa ceinture. Il leur dit: avez-vous compris ce que je viens de faire? Je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Et in medio nostri sit Christus Deus, obi caritas et amor Deus sibies, simul quoque cum beatis videamus, gloriam te voluntum tuum, Christe Deus, gaudium quod est in massum atque probum, saecula per infina saeculorum. Amen. Gloria salve mea, verbate decorum meorum. Et velum temple scesum est, et omnis terra tremuit, latro de cruce clamabat digens, memento mei Domine dum vederis in regnum tuum. Tu le connais un peu, le pardon? Ouais, un petit peu, oui. En seconde. Perdono, mio Dio, perdone, pietà, por troppo vi offesi, confesso
Oh Signore, consomo. La terza, tu fais la terza, non? Non, je fais plus à la basse. Basse? J'arrive pas à monter. Ah bon? Geoffrey, Santa Croce, Saint-Florent. Hein? Romain, ça va? Ouais, ça va. Tu le vois souvent? Oui, j'ai vu tout à l'heure devant le collège. Ils donnent toujours les cours? Ouais. Tu l'as pas, toi? Tu l'as en histoire? Non, je l'ai pas. Je l'ai jamais eu en histoire. C'est dommage. Ouais, tu aurais fait travailler la semaine sainte, mais oh, non, pas à l'école. Non, je pense pas. Tu peux pas. Non. C'est laïque. Par le biais des confréries, on essaie de former, d'amener, de reconnecter. Les confréries, une forme de connexion. On laisse notre ego à l'extérieur, on s'habille d'humilité, c'est peut-être cliché. C'est cette idée aussi de remettre l'humain dans son véritable espace. Toujours cette mise en valeur des gens, leur faire prendre confiance, conscience des choses. D'essayer en tout cas d'être à l'origine d'une société meilleure. Donc Geoffrey, on se connaît depuis, moi depuis que tu es au CP, depuis l'école maternelle. Parce que le même âge que ma fille, et donc on se croisait à l'école, et puis voilà, puis un jour j'arrive à la confrérie de Saint-Florent, l'autre confrérie de la région, et je vois Geoffrey qui était présent avec la volonté de devenir novice, et j'ai dit tiens. Et j'ai dit c'est tout à fait normal aussi. En plus, sachant que la confrérie est un outil d'intégration, connaissant son parcours, je sais que tu n'es pas corse d'origine, mais cette envie aussi de t'intégrer, et comme nous, on veut t'accepter, tout ça, il n'y a pas de frontières, au contraire. Donc Geoffrey a fait le choix de vivre et de faire vivre son village, tout simplement. Ben, c'est un citoyen. Une école de la citoyenneté, c'est la confrérie. Ça m'a apporté une certaine sérénité, c'est l'aspect fraternel qu'on a entre les confrères, c'est comme une grande famille. Il faut être comme on est, mais respecter les autres, avoir la foi. Perdono, mio Dio, oh perdono, perdono, mio Dio, perdone, pietà. Tout à l'heure, lorsque les confrères sont sortis de l'église en procession pour le chemin de croix, les flashs ont crépité, comme au spectacle. Mais maintenant,
tout le village, tout le peuple de Corse et même le prêtre se laisse entraîner par les confrères dans le labyrinthe de la Granitoula. Que se passe-t-il à ce moment dans les cœurs? Ce qui résonne dans le mien, c'est le respect immense que j'ai perçu en chacun des confrères, et aussi pour ceux qui les ont précédés. Sincères et pleins d'amour pour cette terre avec laquelle ils entretiennent une relation mystique. Ils sont des guides sûrs. Personne à leur suite ne se perdra dans le labyrinthe. Les confréries sont un brin de l'ADN de la Corse et les confrères ne doutent pas qu'un jour, ils pourront rendre leur île meilleure.